Bonjour, aujourd'hui nous acheverons notre chapitre consacré aux ressources majeures sous tension et nous ferons une étude de cas qui se focalise particulièrement sur l'Arctique, c'est-à-dire cette partie septentrionale du monde, septentrionale c'est-à-dire la partie qui est la plus au nord. Donc finalement il peut y avoir deux définitions de l'Arctique. Soit vous prenez l'isotherme, c'est-à-dire finalement ce qui est au nord de cette ligne ondoyante rouge. Donc tout ce qui est au nord de cette ligne, il y fait au maximum plus 10 degrés. Voilà. Donc la définition de l'Arctique, et c'est pour ça qu'elle est mouvante, elle est liée aux températures. Et Arctique, ce qui fait moins de 10 degrés toute l'année. Ou sinon, de façon plus simple, eh bien on peut prendre le cercle polaire arctique en pointillé bleu. Souvent, c'est plutôt cette partie-là qui est prise. Moi, je propose que l'on définisse l'Arctique comme les pays vivant à proximité du cercle polaire arctique, c'est-à-dire qu'on l'élargisse de manière à y inclure l'Islande et aussi les 3 pays scandinaves. Donc voilà, l'Arctique, c'est ça. Finalement, c'est un espace immense de plus de 20 millions de kilomètres carrés qui englobe à la fois un domaine continental, on voit l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie, et à la fois un espace océanique avec l'océan glacial arctique, et puis ici l'océan Pacifique Nord avec la mer de Bering, et ici l'océan Atlantique Nord. Donc 3 océans et 3 continents avec 8 pays qui sont représentés, la Russie, le Canada, la Norvège, l'Islande, la Suède, la Finlande, le Danemark via le Groenland et les États-Unis via l'Alaska. Alors, il faut savoir qu'en Arctique, ce qui vraiment va déterminer cet espace, c'est le froid. Et du fait du froid, les terres sont très difficilement accessibles et les routes deviennent impraticables une partie de l'année et les ports aussi à cause du fait que la mer gèle. Donc s'il y a quelque chose qui définit bien ce territoire, c'est l'enclavement. L'enclavement, c'est le fait d'être isolé du reste du monde. Et finalement, à part la voie aérienne, pendant l'hiver, il n'y a pas beaucoup d'autres façons de pouvoir se déplacer. En raison de ces contraintes, c'est un espace très faiblement peuplé. Il faut savoir que la densité de population de l'Arctique, c'est 0,3 habitants au kilomètre carré. 0,3. En France, on parle d'espace de faible densité à partir du moment où on est en dessous de 30 habitants au kilomètre carré. Donc finalement, l'Arctique est 100 fois en dessous de la définition française d'un espace de faible densité. Et 30 habitants au kilomètre carré, pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près la densité de population de l'Aveyron. Voilà, donc l'Arctique est 100 fois dense et moins peuplé que l'Aveyron. C'est dire qu'on ne se bouscule pas. Donc en gros, s'il y a 10 millions de kilomètres carrés de continent et 0,3 habitants au kilomètre carré, comme vous êtes bon en maths, vous savez donc qu'il y a à peu près 3 millions d'habitants dans cette région du monde. Alors sur cette population, on va distinguer ce qui relève des populations autochtones. Les autochtones, c'est-à-dire les peuples qui ont toujours vécu là. Vous connaissez le mot Esquimau, en fait c'est un terme très péjoratif. Esquimau, c'est-à-dire les mangeurs de poissons crus, donc on n'utilise surtout pas ça, c'est pas le nom d'un peuple, les Esquimaux, pas du tout. Les principaux peuples, ce sont les Inuits, qui vivent essentiellement au Groenland et au Canada, et les Samis, qui vivent eux au nord de la Scandinavie, c'est-à-dire en Norvège, Suède, Finlande. Et on voit qu'en fait, mis à part au Groenland où ils sont majoritaires et au Canada où ils représentent la moitié de la population, sinon dans les autres pays qui sont les plus peuplés, eh bien finalement les populations indigènes sont extrêmement minoritaires. Donc voici là sur cette carte en violet le nom de ces peuples, les Inuits, les Sams, plus d'autres peuples de la Sibérie comme les Tchouktches, les Yakoutes ou les Nénètes. Voilà, si vous retenez surtout les Inuits et les Samis, c'est ceux qui sont les plus proches géographiquement de nous, ce sont donc les plus importants. Donc finalement, tous ces peuples autochtones, ils représentent 10% de la population totale vivant en Arctique, soit 300 000 personnes. Et donc paradoxalement, alors qu'ils ont toujours vécu là, qu'on pourrait penser que ce sont leurs terres, eh bien ils se retrouvent en situation de minorité. Et ça c'est gênant, surtout je pense par exemple aux Samis, dans le sens où ces peuples autochtones, ils n'ont pas forcément conscience d'être norvégiens ou suédois ou finlandais. Donc on leur a imposé des frontières qui ont été tracées comme ça assez arbitrairement, et du coup ils se voient attribuer des nationalités dans lesquelles ils ne se reconnaissent pas forcément. Mais ça on en reparlera
plus tard quand on parle du Conseil de l'Arctique, qui leur donne une place quand même assez importante à ces peuples autochtones dans les prises de décision. Alors maintenant, nous allons voir en quoi c'est un espace convoité. Alors, si c'est convoité, c'est qu'il y a des ressources, d'où le lien avec ce chapitre. Alors, l'exploitation des ressources en Arctique, elle n'est pas récente. Il y avait la pêche, ce qu'on appelle les ressources halieutiques, c'est-à-dire les ressources de la pêche, ou je pense aussi à la fourrure notamment. Mais plus récemment, ce sont surtout les hydrocarbures, c'est-à-dire le gaz et le pétrole, ainsi que les minerais qui sont convoités. Vous voyez qu'au niveau des réserves, l'Arctique renfermerait 13% des réserves mondiales de pétrole et 30% des réserves de gaz. Donc c'est considérable, ça fait des réserves extrêmement importantes qui, du fait de la fonte de la banquise, que vous avez ici en bleu, risquent de devenir finalement de plus en plus accessibles. Donc il y a un paradoxe, le réchauffement climatique induit par l'utilisation des hydrocarbures provoque une faute de la banquise qui va permettre aux sociétés humaines d'exploiter encore plus d'hydrocarbures en Arctique. Donc finalement, d'un point de vue économique, le réchauffement climatique peut être considéré comme une bonne chose ou une opportunité pour l'Arctique. Sur le plan environnemental, c'est quand même plus compliqué parce qu'on assiste à la disparition d'un certain nombre d'espèces, dont la plus emblématique finalement est l'ours polaire. Et puis, dites-vous bien que là, ces ressources, comme on les voit, ce sont des ressources en pleine mer, donc ce qu'on appelle des ressources offshore. Et on a vu dans la deuxième partie de ce chapitre que les ressources offshore coûtent plus cher à exploiter et ont un impact environnemental plus important. Parce que non seulement il va falloir extraire ce pétrole ou ce gaz dans des conditions très difficiles, et puis une fois qu'on va l'extraire, encore va-t-il falloir finalement le transporter. Et là, il y a un pays vraiment qui est très intéressé, notamment par les ressources en pétrole et en gaz, c'est la Russie, qui possède 58% des ressources, et qui, aidé de la Chine, va progressivement mettre en place finalement l'exploitation de ces ressources, qui risque d'avoir un coût environnemental assez conséquent. Parce que, je vous ai dit le transporter, concrètement c'est ça le transporter. Donc c'est construire des gigantesques gazoducs pour transporter le gaz ou oléoducs pour transporter le pétrole, avec un risque d'avoir à tout moment une fuite dans un espace qui n'est pas habité, ou donc finalement on risque de se rendre compte de la fuite au bout d'un certain temps. Donc ça peut générer quand même certains problèmes. Enfin maintenant parlons des enjeux géopolitiques. Le dégel de la banquise va faciliter la navigation. Quand vous faites la médiane des 30 dernières années par rapport à la situation actuelle, on voit que la banquise fond à une vitesse hallucinante. Et donc ça va permettre à cette région d'être une région moins enclavée. Du coup, il va y avoir un enjeu pour le contrôle des routes. Parce que là, vous avez deux océans, l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, sont les deux principaux océans d'un point de vue commercial. Il y a énormément de commerce s'y fait. Et donc, on peut envisager de créer une route qui serait le passage du nord-ouest, qui passerait au nord du Canada, vous voyez, entre les îles, puis qui longerait l'Alaska et passerait ici par le détroit de Bering pour aller dans l'océan Pacifique. Ou alors, au contraire, plutôt la route du nord-est, qui, elle, longerait la Russie, mais toujours avec cette idée relier le Pacifique à l'océan Atlantique. Alors, le gain de temps, il risque d'être très important. Parce que quand vous voyez les routes, finalement, si vous passez par le canal du Panama pour relier Rotterdam, principal port européen, à Shanghai, principal port asiatique. Mais via le canal de Panama, ça vous prend 25 000 km. Via le canal de Suez, 20 000. Il faut savoir qu'à chaque fois, en plus, vous devez payer des frais pour traverser ce canal, donc en plus, c'est un coût. Et bien, avec ces autres routes, vous gagnez quand même plusieurs milliers de kilomètres. Vous gagnez 3000 km si vous passez par le nord-ouest. Vous en gagnez 5000 si vous passez par le nord-est. Alors pourquoi ces routes-là ne sont pas encore des routes maritimes d'importance? Eh bien parce que quand même si la banquise fond, il y a un certain nombre d'icebergs qui se baladent dans ces routes. Elles ne sont pas facilement praticables. Vous devez avoir des porte-conteneurs qui ont été construits pour finalement pouvoir traverser les glaces. Et ça, il n'y en a pas forcément. Vous savez que les icebergs sont quand même un danger assez important pour la navigation maritime. Le Titanic en sait quelque chose. Donc du coup, finalement, ces routes maritimes, il ne faut pas croire qu'aujourd'hui, elles ont une grande importance.
mais il y a un potentiel. Il y a un potentiel parce que le gain en termes de distance, il est réel. Et on sait que de toute façon, quelle que soit la dynamique dans la hausse des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce réchauffement climatique, il est acté et quoi que nous fassions, la banquise va continuer de diminuer dans les prochaines décennies. Ça, c'est certain. Donc, ces routes seront de plus en plus attractives. Donc, deux enjeux, soit on passe par la Russie, soit on passe par le Canada, mais il va y avoir un enjeu finalement pour le contrôle de ces routes maritimes qui passent du coup par des eaux territoriales, notamment pour le Canada, parce que ce sont des îles que le Canada possède, et donc normalement il faut l'autorisation du pays que vous traversez pour entrer dans ces eaux territoriales. Alors parlons aussi des zones économiques exclusives. Vous en avez entendu parler en quatrième, la zone économique exclusive, la ZEE, finalement c'est une distance de 200 000 nautiques, à peu près 320 km, le long de vos côtes, où le pays limitrophe peut exploiter les ressources. C'est-à-dire que si, par exemple, on trouve du pétrole ici, eh bien là, ce sera la zone économique exclusive de la Russie. Et vous voyez que la Russie est un peu gourmande parce qu'elle aimerait que sa zone économique exclusive aille jusqu'ici. Et d'ailleurs, ce n'est pas un détail, il faut savoir que la Russie a planté un drapeau russe au pôle Nord, une façon pour eux de dire voilà, on est là, ici c'est chez nous, et s'il y a des ressources à exploiter, on ne va pas se gêner. Donc ça va pouvoir, comme partout dans le monde, les ZEE généralement sont à l'origine de gros conflits entre États, parce que derrière il y a de l'argent. Celui qui possède la ZEE possède les ressources de cette ZEE, et on a vu que des hydrocarbures, il y en a énormément, et donc du coup, il est possible à l'avenir que des tensions surviennent entre ces pays pour le contrôle de ces ZEE. Et sur place, on a des États qui sont quand même des États extrêmement puissants, les États-Unis, le Canada, la Russie. Donc voilà, il y a un enjeu géopolitique quand même majeur. Et d'ailleurs, il suffit de voir les bases militaires pour s'en rendre compte. Et voir aussi que quand même la Russie a une longueur d'avance et que les États-Unis se sont vraiment laissés distancer au niveau du contrôle de l'Arctique, puisque la Russie à elle tout seule possède plus de bases militaires que tous les autres États réunis. Donc voilà, les Russes sont présents, on voit une base militaire peinte avec les couleurs du drapeau russe, donc on ne pourrait pas faire plus explicite comme message. L'Arctique, c'est véritablement un espace que la Russie souhaite contrôler et exploiter en termes de ressources. Dernier point, le Conseil de l'Arctique. Parce qu'il y a déjà une alliance qui est présente pour un certain nombre de pays, je pense à l'OTAN, dont fait partie la Norvège, l'Islande, le Danemark, les États-Unis, le Canada. Mais l'OTAN, c'est une alliance militaire qui a été pensée pour contrer l'influence de la Russie. Donc elle va jouer un rôle en Arctique, mais un rôle plutôt anti-Russie. Et les Scandinaves, qui ont une culture politique, on va dire, plus pacifique, ont été à l'origine de la création du Conseil de l'Arctique, qui là regrouperait tous les pays arctiques, plus aussi les représentants des peuples autochtones, à égalité. Et donc finalement, le but de ce Conseil de l'Arctique, c'est d'anticiper sur les éventuelles tensions qui pourraient naître de l'exploitation des ressources ou du contrôle des routes maritimes, pour que finalement cela profite à tous les États et ne se fasse pas au détriment des droits des peuples autochtones qui ont aussi voix au chapitre. Donc le Conseil de l'Arctique, c'est un exemple d'organisme finalement de coopération internationale qui invite au dialogue et qui essaye d'anticiper les éventuelles difficultés qui pourraient naître de ces ressources très présentes, parce qu'on voit que être riche en ressources pour un espace, c'est pas forcément une bénédiction. L'Afrique possède énormément de ressources, mais justement, ça attise des convoitises, ça attise des conflits et ça n'a pas fait forcément le bonheur des populations locales. Eh bien, la question risque de se poser aussi pour les peuples autochtones. Est-ce que les traditions de ces peuples-là seront préservées par les multinationales qui iront exploiter le pétrole ou le gaz présent en Arctique si jamais les États riverains décident d'exploiter ces ressources-là. Donc voilà un croquis qui résume un petit peu tout ça, un croquis extrêmement complexe. Nous en avons fait un autre en classe, toujours avec cette idée de s'inspirer d'un texte pour réaliser un croquis.
Pour faire très bref, parce que c'est pas un cours là sur les croquis, mais si j'ai quelques conseils à vous donner, y compris pour ceux que je n'ai pas en cours habituellement, c'est de varier. Un croquis, il est bon si vous variez les choses. C'est-à-dire si vous utilisez des figurés de surface, comme ça là, en vert, si vous utilisez des figurés ponctuels, comme ces petites étoiles, ces carrés, et des figurés linéaires, comme ces flux là. Il sera bon aussi votre croquis si vous variez l'usage du crayon de couleur et du stylo, voire du feutre si vous avez des feutres à mine très fine. Ça va permettre de mettre en valeur certaines choses ou plutôt de laisser de côté des choses moins importantes. Et enfin, votre croquis sera bon s'il sera très lisible. Là, on voit que c'est un excellent croquis, mais qui a quand même le défaut d'avoir un petit peu trop d'informations et donc du coup de ne pas être évident en première lecture. Le but d'un croquis, c'est qu'il soit quand même très facilement lisible. Là, on voit qu'on a toutes les mers, la mer de Beaufort, de Bering. Bon, on a énormément d'informations. Ce n'est évidemment pas un croquis de type lycée. Là, on est sur quelque chose qui est plutôt lié aux études supérieures, tellement il y a de précision. Bon, quoi qu'il en soit, c'est donc terminé pour l'Arctique aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le Monde Diplomatique qui a fait cette carte que je vous ai montrée pour entrer dans les détails. C'est assez inspirant et c'est très bien fait. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de l'histoire, puisque nous allons maintenant aborder finalement les grandes découvertes au début de l'époque moderne. Sur ce, à vos crayons de couleur, bonne chance pour vos croquis. C'est pas une épreuve facile, mais c'est une épreuve qui est dorénavant au bac, hein, un croquis à partir d'un texte, donc un croquis que vous ne connaissez pas, donc il faut réfléchir à ce que je veux représenter. Donc ça demande une réelle réflexion et aussi ça vous permet de mettre en valeur une culture générale. Voilà, si vous connaissez des noms de peuples autochtones, des noms d'États, des noms d'océans, eh bien ça peut vous servir et valoriser vos copies. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos et travaillez bien!